Beaucoup de couples sont en proie à des conflits et ces conflits créent des dégâts énormes sur les différentes familles. Nous avons trouvé un période de pouvoir en parler aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro de votre magazine Invité du jour. Pour cette thématique, nous avons jugé bon d'inviter M. Jean-Serge Loumou. Avec lui, on va échanger sur différentes questions. À qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Je rappelle ou j'informe que vous êtes le directeur de cabinet au ministère provincial du genre enfant, famille, enfant. Effectivement. Est-ce que vous trouvez ce sujet pertinent? Je crois que le sujet est pertinent, étant donné que lorsqu'on constate les statistiques chaque jour pratiquement au niveau du cabinet, ça ce sont des cas qui sont signalés au niveau du cabinet, nous enregistrons au moins 2 ou 3 cas de conflits conjugaux de toute nature ou des cas de violence conjugale. Et s'il y a violence conjugale, ça reflète qu'il y a conflit. Et donc, je crois que vous avez mieux fait de choisir ces sujets pour que nous puissions en parler. Alors, pour commencer, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par conflit d'abord, avant d'entamer le conflit conjugal? Je crois que la définition simple de conflit, c'est le manque d'entente, c'est les désaccords. C'est lorsque deux personnes ou deux parties qui auraient dû marcher ensemble ou marcher en accord ou en harmonie ne sont plus en accord pour une raison ou une autre. Lorsque, pour prendre le cas de couple, on ne regarde plus dans la même direction. Lorsque on ne cherche plus le bonheur, la joie, le plaisir l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'on est déjà en conflit. Lorsque chacun commence à regarder dans une direction contraire à la bonne marche du couple, en ce moment-là, il y a conflit. Alors, votre définition sur le conflit conjugal? Je pousse cette définition. En fait, je l'ai pris de manière pratique, n'est-ce pas? Je n'ai pas recouru au dictionnaire, donc je préférais prendre la compréhension pratique. Oui. Lorsque les gens se marient, ils s'engagent à vivre ensemble. Ils s'engagent à se faire du bien. Ils s'engagent à se respecter mutuellement, à rester fidèles l'un et l'autre, à se soutenir, à se protéger, à rechercher le bonheur l'un de l'autre. Et c'est vice-versa. Mais lorsque on n'est plus dans cette perspective, lorsque on ne s'entend plus, lorsque on ne cherche plus le bonheur l'un de l'autre, lorsque on ne veut plus marcher ensemble dans la même direction, les mêmes objectifs pour les mêmes intérêts, lorsque chacun commence à tirer, comme on le dit, les draps de son côté au détriment de l'autre, en ce moment-là, il y a conflit dans ce ménage-là. Et ces conflits peuvent prendre plusieurs formes, n'est-ce pas? Il peut rester au niveau juste des désaccords et les gens discutent, ou il peut aller au niveau où les gens ne se parlent plus, il peut aller au niveau où certaines activités communes de couple ne se pratiquent plus, on ne mange plus ensemble, non pas parce qu'on est en péché, mais parce qu'on ne se supporte plus pour être ensemble dans la même pièce. Parfois, on n'est plus dans la même chambre. Parfois, on a tendance, et très souvent, ce sont les hommes qui s'arrogent le droit d'expulser l'autre de la maison ou d'aller le déposer en famille, où on ne rend plus de service qu'il faut. Parfois, même la relation conjugale, le rapport sexuel qui est un des éléments importants dans la gestion du couple, on ne le pratique plus, non pas parce qu'on est en péché, mais parce qu'on ne veut plus sentir l'autre. Donc, il y a plusieurs formes. Ça peut avoir aussi un caractère violent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les conflits peuvent aller dépasser les niveaux simplement des désaccords, d'incompréhension, peut aller au niveau des violences verbales, des insultes par exemple, peut aller au niveau des violences émotionnelles. Donc il y a des comportements, des attitudes qu'on a vis-à-vis de l'autre qui lui infligent, si vous voulez, qui constituent pour l'autre des violences émotionnelles. Ça peut aussi aller au niveau des violences physiques. Malheureusement, on a beaucoup de cas de violences physiques. Hier encore, j'étais en train d'observer les photos de cette femme qu'on a violemment battue. Heureusement que le service de l'ordre fait son travail. Nous collaborons avec la police chargée
lutte contre les violences, notamment les violences faites à la femme. Et l'auteur de ces coups et blessures est aujourd'hui aux arrêts pour répondre de ces actes. Donc, ces violences peuvent aller... Il y a des personnes qui, physiquement, ne sont pas violents, ils ne frappent pas, mais parfois, ils peuvent être violents sur le plan émotionnel, commettre des comportements qui, émotionnellement, détruisent l'autre ou le font du mal. Alors, vous avez dit que dans votre commissariat, vous arrivez à recevoir même parfois 2 ou 3 couples qui sont en conflit. Alors, quelles peuvent être les raisons de tous ces conflits de nos jours? Il y a plusieurs raisons qui sous-tendent les conflits au niveau des foyers. Mais je pourrais les résumer. La première raison, à mon avis, c'est le manque d'amour. Parce que, pourquoi les gens sont en conflit? C'est parce qu'on ne respecte pas l'autre, parce qu'on ne supporte pas l'autre, parce qu'on ne cherche pas l'intérêt de l'autre, parce qu'on n'est pas prêt à pardonner les fautes de l'autre, parce que certains se confondent et disent « Oh non, c'est parce qu'il m'a fait ceci, il m'a fait cela ». Or, lorsqu'il y a l'amour, l'amour pardonne, l'amour supporte, l'amour respecte, l'amour cherche l'intérêt de l'autre. L'amour ne se vante pas, il n'y a pas d'orgueil dans l'amour. Or, la plupart des raisons, quand vous entrez dans le détail, il peut y avoir des faits vrais, il peut y avoir des vrais problèmes, mais ça devient un conflit parce qu'on n'a pas d'amour pour gérer convenablement le problème qu'on rencontre. Il faut ici qu'on rappelle, et que les sociologues le disent, ils le savent, que les conflits sont inhérents à la vie humaine. Les êtres humains, quels qu'ils soient, quelle que soit votre bonne volonté, il est possible que le conflit survienne. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quelle est notre attitude lorsqu'on rencontre des situations qui peuvent générer des conflits. Comment nous gérons ces situations pour que ça ne devienne pas des conflits de manière à détruire. Des conflits surviennent parce que déjà nous sommes de personnes différentes. Nous sommes nés différemment, on a été encadrés ou si vous voulez, éduqués différemment. On a grandi parfois dans un environnement différent. On a des intérêts, des ambitions, des capacités différentes, l'homme et la femme. C'est tout à fait normal qu'il y ait, si vous voulez, des contradictions. Mais comment est-ce que dans le couple, nous gérons ces contradictions pour que ça ne devienne pas des conflits, mais plutôt pour qu'on le capitalise afin que nous puissions regarder dans la bonne direction. Donc la première cause pour moi, c'est le manque d'amour. J'ai défini l'amour non pas simplement comme ces sentiments d'affection, comme ces pulsions de cœur, et souvent on le dit banalement, quand je ne te vois pas, mon cœur, quand je te vois, j'ai des papillons dans les ventres. Il n'y a pas que ça. L'amour, c'est d'abord et avant tout un engagement à vouloir du bien pour l'autre, à rechercher le bien de la personne qu'on prétend aimer, à le respecter, à l'honorer et à le valoriser. C'est un engagement solennel. Ce n'est pas simplement une émotion ou un sentiment. Lorsque cet engagement fait défaut, n'importe quel petit problème qui survient, n'importe quelle petite incompréhension ou n'importe quelle petite incompatibilité va créer un conflit qui détruit le foyer. La deuxième cause, à mon avis, par rapport au conflit dans le foyer, c'est la mauvaise gestion de relations avec le tiers. Gestion des relations avec les parents, avec la belle famille, avec les amis, avec les collègues, avec les voisins, avec les voisines. Si vous ne gérez pas ces relations, et je veux même ajouter la mauvaise gestion des relations avec les enfants, que ce soit ses propres enfants ou les enfants dans le cadre des familles recomposées, les enfants de l'autre qu'on a trouvé ou que l'autre a apporté lorsqu'on s'est mis ensemble. La mauvaise gestion des relations avec le tiers peut devenir une source de problèmes dans la famille. Et quand il y a un conflit, par exemple, dans un couple, quelles sont les premières victimes? Est-ce que ce sont les conjoints? Est-ce que ce sont les enfants? Est-ce que ce sont les personnes avec qui nous vivons dans nos maisons? Je crois que les conjoints sont les premières victimes. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Même si on est, entre guillemets, dans une position de force, souvent, j'ai dit souvent, les hommes semblent être dans une position de force,
il décide, je vais frapper, je vais chasser, je vais faire, c'est mon argent, c'est ma maison, ainsi de suite. Mais en réalité, c'est comme quand vous prenez cette table, ou vous prenez n'importe quoi qui était uni, si vous le coupez, même si vous essayez de raccommoder, il y aura toujours des séquelles. Et donc, l'homme comme la femme, dans un conflit, si c'est mal géré, personne ne s'en sortira sans en subir les conséquences et de manière durable. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les enfants. Évidemment, les enfants, parce que ils deviendront, si vous voulez, la proie de ce qui se passe entre les parents. Le fait que les parents sont en conflit, ils n'auront plus suffisamment d'attention et d'affection vis-à-vis des parents et plus vis-à-vis des enfants. Et les enfants souffrent de voir les personnes qu'ils aiment. Ils aiment tous papa et maman. Mais quand ils voient les deux se tirailler, et généralement, on a tendance à transférer ces conflits sur les enfants ou à vouloir entraîner les enfants dans le conflit qui concerne le parent. Ce qui est déjà dramatique. Donc les enfants vont souffrir et il y en a même qui deviennent, si vous voulez, qui perdent leur scolarité. Il y a des enfants qui sont traumatisés à vie et qui eux-mêmes développent des crises de personnalité qui pourraient devenir source de conflits dans leurs propres relations à venir, sur le plan conjugal notamment. Mais bien évidemment, les amis aussi, les familles. Imaginez que vous êtes amis à ce couple, mais qui sont en conflit. Qu'est-ce qui se passe? Chacun d'eux voudra tirer le drap de son côté. Et vous serez là au milieu, ne sachant que faire, ne sachant pas résoudre ce conflit. Mais au même moment, vous êtes comme si vous êtes avec l'autre, c'est comme si vous trahissez l'autre. Donc ça crée toujours des problèmes. Le conflit ne bénéficie à personne. C'est pour cela qu'il faut tout faire, quand il y a des problèmes, de les gérer de manière à ce que ça n'aboutisse pas à un conflit. De les gérer de manière à ce que la solution soit trouvée de manière appropriée pour qu'on continue à cheminer ensemble de manière heureuse dans sa relation. Alors, par rapport au cas que vous recevez dans votre commissariat, est-ce que vous avez déjà eu des conjoints qui étaient en conflit et dont leurs conflits ont abouti aux violences physiques, en général violences conjugales? D'ailleurs, très souvent, nous découvrons qu'il y a conflit parce qu'il y a eu des violences. Donc, vous allez voir, on vous amène le cas d'une femme complètement défigurée, on vous amène le dossier d'une femme qui est à l'hôpital en agonie parce que le mari l'a tabassée et que parfois, quand on a un peu de chance, ce sont les voisins qui viennent intervenir. On a eu dans cette ville le cas de femmes qui sont décédées des suites des coups et blessures infligées par leur partenaire à la suite d'un conflit. Et parfois, quand vous essayez d'analyser la cause de ces conflits, vous trouvez que c'était des faits tout à fait banals. On pouvait trouver d'autres solutions plutôt que d'utiliser la violence. Cette arrogance que les hommes, je suis désolé de le dire ici, je suis un homme, cette arrogance que les hommes ont, surtout quand ils ont le pouvoir, quand ils ont l'argent, quand ils ont un travail, quand ils sont dans un environnement où la culture et la tradition le rappellent que c'est lui le chef. Même si tu n'as rien et que lui et l'argent, c'est toi le chef, il doit se soumettre. Dans cet environnement-là, j'ouvre une parenthèse, les mauvaises interprétations, notamment de la tradition, je suis en train de parler des us et coutumes, mais aussi les mauvaises interprétations des Saintes Écritures. Quand je dis Saintes Écritures ici, je pense à la Bible, je pense au Coran, ainsi que les autres Saintes Écritures utilisées dans le domaine de la religion. La mauvaise interprétation de ces outils, de ces instruments, constitue aussi une source de conflit dans bien de cas. Et donc, on a malheureusement beaucoup de cas, et parfois les femmes victimes restent avec des séquelles parfois irréparables. Nous avons un des derniers cas, on a une femme dont le mari a arraché l'oreille avec les dents. Donc, elle a mordu sa femme à l'oreille, a arraché le bout de l'oreille. Et donc, cette femme va rester avec cette cicatrice, avec ces bouts d'oreille partis. Et ce n'est pas évident qu'ils auront le moyen de faire une chirurgie réparatrice pour pouvoir reconstituer l'oreille. C'est possible, si on a le moyen, on ne le fera pas. Du coup, ça devient un élément, chaque fois que les gens vont regarder, ils vont se rappeler de ce qui se passait, ce qui est malheureux. Alors, en cas de violence physique, par exemple,
est-ce que vous conseillez aux femmes de pouvoir dénoncer, surtout avec les us et coutumes qui agissent sur la femme comme pesanteur? Est-ce que les femmes arrivent quand même à dénoncer en cas de conflits, et surtout ces conflits qui mènent vers les différentes violences? Je crois qu'il faut dire que lorsqu'il y a des problèmes dans un couple, il ne faut pas attendre que ça dégénère. Il faut commencer à chercher des solutions appropriées dès que le problème s'annonce. Il faut s'adresser aux bonnes personnes qui peuvent vous accompagner. Je crois que dans le cadre des couples, les gens ont des parrains. Oui. Et on choisit les parrains non pas parce qu'ils ont de l'argent, mais parce qu'ils ont la capacité d'accompagner le couple. On sait qu'on a des conseils conjugaux dans les différentes confessions religieuses, donc il faut se référer à ces conseils conjugaux. Il y a les leaders religieux, les pasteurs, les imams, ainsi de suite, dont le rôle est justement de faire en sorte que le couple soit, j'aime cette expression, un foyer heureux, soit une maison stable et solide, que les gens qui se marient ne se marient pas pour se diviser après, mais se marient pour se faire du bien et grandir, vieillir ensemble, heureux. Et donc ça, c'est le rôle des leaders communautaires, des leaders religieux, qui doivent les accompagner. Donc il faut se référer à ceux qui ont la capacité de le faire. Mais l'État a mis aussi des mécanismes institutionnels, si vous voulez, d'accompagnement. Il y a des associations et des ONG qui ont pris comme spécificité de leur travail, justement, l'encadrement et la promotion de la stabilité dans le foyer, parce qu'on sait que si la famille n'est pas stable, la nation ne sera pas stable. Si la famille n'est pas stable, la province ne sera pas stable. Si la famille n'est pas stable, l'avenir du pays est hypothéqué. Parce que les enfants issus des conflits ou habitués au conflit ne pourront jamais promouvoir la paix. Donc, il faut qu'on puisse y travailler au départ. Et surtout qui n'ont pas de modèles, parce que les parents, nous supposons qu'ils sont nos premiers modèles. Bien évidemment. Donc. Et si on se rend compte que les choses ne sont pas bien gérées et que parfois on n'a pas eu le temps de pouvoir gérer, parfois certaines choses viennent brusquement, mais nous avons toujours dit, la meilleure stratégie dans la lutte contre les violences de toutes sortes et particulièrement des violences à l'égard de la femme et des enfants, c'est la dénonciation. Il faut briser les silences. Je l'ai dit tout haut ici, les femmes doivent apprendre à briser les silences de manière appropriée. Parce que si vous ne le faites pas, parfois ça sera trop tard et personne ne pourra intervenir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à toute personne qui pense que Bitumba, Izalaka, Pilipili, Amou, Wanalibala? Rapidement. Je crois que ça, c'est une invention de l'ennemi qui ne veut pas le bonheur des gens. Bitumba ne pourrait jamais être les Pilipili, les Mungwa, et ainsi de suite. Le mariage a comme seul ingrédient l'amour. Celui qui aime ne fait pas du mal à l'autre. Celui qui aime respecte l'autre. Celui qui aime ne peut pas violenter l'autre. Celui qui aime ne peut pas taper, ne peut pas manquer du respect. Celui qui aime valorise l'autre, met en valeur son partenaire. Je l'ai dit vice-versa, l'homme comme la femme. La femme doit respecter l'homme et l'homme doit respecter la femme. Je crois qu'il y a... on ne peut pas aller au-delà de cela. Tout ça, ce sont des inventions des gens qui veulent justifier leur instinct sadique ou masochiste pour pouvoir s'infliger des violences. Et il n'y a pas de violence dans l'amour. Et donc, le mariage doit être basé sur l'amour. Le mariage doit être basé sur l'amour. Monsieur Jean-Serge, merci beaucoup d'avoir répondu à nos différentes questions. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Merci de votre attention soutenue. On se prend rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.